Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans le podcast numéro 27, Passion sans modération, porté par les voix de celles et ceux qui s'engagent dans les métiers de la gastronomie, qu'ils soient artisans, producteurs, créateurs ou communicants. Tous veulent transmettre, inspirer, assumer leur curiosité et leur volonté de faire bouger les lignes. Je suis ravie d'accueillir ce matin dans le studio Claire Laurent, fondatrice de Healthy, une marque qui a pour ambition de révolutionner le snacking chocolaté en version saine. Bonjour Claire. Bonjour. Thomas de Bladis, fondateur de Franchouillard, la brasserie 100% française qui met sur le devant de la scène les producteurs de nos régions. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est bon, tu t'entends ? C'est bon, j'entends. Mathilde Delville, chargée entre autres de la programmation des chefs pour l'événement Test of Paris au Grand Palais. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et Alexandra Guillemin, fondatrice de la société Le Chai d'Alès qui crée pour les entreprises et les particuliers des événements sur mesure dans l'univers du vin. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors Claire, on va commencer avec toi. Nous enregistrons à 10h15, l'heure du petit déjeuner. Tu nous as apporté des choses à grignoter. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de petites billes Healthy qui ressemblent fortement aux billes soufflées qu'on retrouve sur le marché, comme les Maltesers, les Kit Kat Ball, les Lindt Ball. Mais on les a revisitées avec moins de sucre, plus de fibres et sans édulcorants. Et ça vient d'où, en fait, cette volonté de tout changer sur le métier de l'alimentation ? Quand on est très, 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 très gourmand, comme je peux l'être et mon associée Capucine également. Et du coup, quand on allait en magasin, qu'on voyait ces produits qui nous faisaient de l'œil, hyper bien marketés, avec des super packaging, ça donne vraiment envie de les acheter, mais il ne faut pas trop regarder la liste d'ingrédients. Qu'est-ce que c'est, cette liste d'ingrédients mauvais ? Souvent, il y a beaucoup de E et surtout, il y a beaucoup de sucre. Et donc, le premier ingrédient, la plupart du temps, c'est le sucre. Et si c'est pas le premier, c'est qu'il est d'une courte tête numéro 2. Parce que c'est quoi les édulcorants, finalement ? Alors, les édulcorants, c'est des alternatives au sucre, mais elles viennent en fait un peu tromper notre cerveau. Donc, mieux vaut trouver une alternative au sucre qui soit plus saine. Donc, c'est ce que nous, on a fait. On a remplacé le sucre par de la fibre de racine de chicorée. Le joli nom technique, c'est oligofructose. Donc, c'est un fibro-oligosaccharide qui vient nourrir notre microbiote interne au lieu de nourrir nos poignées d'amour. C'est très bien dit. Donc, chicorée, elle vient d'où cette chicorée ? Principalement Union européenne, les pays nordiques, nord de la France, Belgique, voilà ce coin-là. Et donc, du coup, en quoi tes barres sont-elles à la fois... Enfin, tes petites grignotages sont à la fois gourmands et sains ? Alors, gourmands, vous allez les déguster. On va goûter. Allez, j'y vais. Moi, je goûte. Et le concours Mieux manger au cinéma les a dégustés. Ils nous ont remis le prix sucré. Donc, merci à eux, remis par un nutritionniste. Bon. Donc, il y a ce côté gourmandise qui est clairement présent. Et puis après, en quoi c'est mieux ? Le croquant, c'est du riz complet de la lentille corail. Donc, on est sans gluten. Dans le chocolat, même dans le chocolat au lait, on n'a que 1% de sucre ajouté. Et donc, à la place du sucre, pas d'édulcorant, mais la fibre de racine de chicorée. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est assez fou comment c'est vraiment moi. En fait, on s'attend à une explosion de sucre à l'intérieur de par nos habitudes qu'on avait quand on était enfant. Et en fait, pas du tout. Du coup, c'est beaucoup plus doux, je trouve, et beaucoup plus équilibré. Exactement. Donc là, tu nous en as apporté 4. Quels sont les différents ? Donc, on a les billes en chocolat au lait, celle avec chocolat au lait et coco râpé. Alors, avec la coco râpée, c'est chouette parce que ce n'est pas un arôme de coco. C'est quoi la coco râpée ? C'est où ? Hop, c'est les petites là, donc elles sont avec les petites taches blanches. Je l'ai, j'ai la coco. Et du coup, la noix de coco arrive au fur et à mesure de la dégustation. On n'est pas sur un arôme où à peine c'est en bouche, tac, ça explose, mais ça monte. Et on est vraiment sur cette logique de dégustation, de gourmandise qu'on déguste et pas de gourmandise dont on se goinfre. Donc ça, c'était aussi très important pour nous.
Et avec le fort apport en fibres, le sentiment de satiété arrive rapidement. Et donc, ça permet de ne pas forcément se faire un sachet de 100 grammes, comme quand on met la main dans les eaux de billes. On commence en se disant, j'en prends 2-3. L'effet du sucre monte au cerveau et finalement, on s'est fait le paquet de 100 grammes. Et là, on se met les mains sur les yeux. On se dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté dégustation, mais de rester pilote de sa dégustation tout en ayant du plaisir. Oui, donc un petit peu déculpabilisé, tu veux dire? Clairement, oui, parce qu'un demi-sachet d'Elsie, on a 20% des apports en fibres de la journée. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup. Ça motive à aller au cinéma plus souvent. C'est ça. Alors Mathilde, justement, toi tu travailles dans l'événementiel culinaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Et depuis quand? C'est un vaste mot. Ça fait 8 ans, effectivement, que j'accompagne le festival Taste of Paris sur toute la partie programmation des chefs et le marketing et la communication. J'accompagne également le Lyon Street Food Festival, donc qui est basé à Lyon, comme son nom l'indique, sur une partie la programmation des chefs. En fait, il y a vraiment une volonté de différentes entités, de différents festivals, d'avoir effectivement des noms de chefs assez porteurs, puisque bien évidemment, c'est ça qui fait aussi la force des festivals, c'est que les gens ont cette opportunité de venir voir les chefs dont ils n'auraient pas forcément la manière de pouvoir les rencontrer dans leur restaurant et de goûter leur cuisine surtout. Donc c'est vraiment ce côté d'événementialiser en fait le monde de la gastronomie, de la rendre plus accessible, de la rendre abordable et quelque part de la rendre plus humaine également. Très bien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Taste of Paris, moi je suis une grosse fan, mais dis-nous en quoi ça consiste. Oui, alors ça se passe tous les ans au mois de mai. Alors, on fait une petite pause l'année prochaine avec les JO, mais on va revenir en mai 2025. On viendra au Grand Palais, puisqu'on a fait 3 éditions là, au Grand Palais éphémère. Le principe, c'est d'arriver au sein de ce lieu assez iconique de Paris. Et en fait, face à la Tour Eiffel, au Grand Palais éphémère, exactement. Et puis après, près de la Seine. Et là, en fait, on rentre dans ce lieu. Et là, il y a une quinzaine de restaurants qui vous attendent et qui proposent leurs plats entre 6 et 12 euros. Ce qui permet effectivement aller découvrir la cuisine des grands étoilés à un prix tout à fait abordable. Et autour de ces restaurants, de ces chefs, il y a une 50aine de producteurs qui sont là, dont Elsie à la prochaine édition, j'en suis sûre. Voilà, les connexions qui se créent. Voilà. C'est ça, Claire. Ça discute, j'adore. Oui, j'adore. Et donc tous les visiteurs, parce que le Taste, ça représente à peu près 30 000 visiteurs sur 4 jours. Et ils sont là à venir découvrir les produits des uns et des autres, à faire leur marché sur place. Et il y a également des cours de cuisine, des masterclass, un espace VIP. Voilà. Enfin, l'idée, c'est d'avoir la gastronomie sous tous ses tenants et ses aboutissants, de la discussion avec le chef à la dégustation, en passant par le cours de cuisine. Et c'est très vibrant. Et moi, quand je rentre dans ce lieu-là, je trouve qu'il y a une âme, toi ou toute ton équipe, mais tu réussis vraiment à transmettre la passion dans ce lieu-là. Et je suis très triste. Et quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, non, il n'y aura pas ça en 2024 à cause des JO. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais on viendra encore plus fort dans un grand palais encore plus beau. Exactement. Merci beaucoup. Thomas, alors toi, ton projet? Grande aventure. Grande aventure. Parle-nous de ça. C'est comme tu le disais tout à l'heure, notre idée, c'est d'ouvrir une brasserie 100% française en mettant vraiment sur le devant de la scène les producteurs de nos régions qu'on est allé rencontrer lors d'un grand tour de France. En fait, on est parti d'un constat, pour te raconter un petit peu le comment on est là pour tout comprendre à cette aventure-là. On est parti du constat selon lequel on trouve que la cuisine française est un petit peu comme délaissée des nouveaux restos qui ouvrent au profit des concepts émergents autour de la cuisine du monde. Par exemple très concret, à tous les coins de rue, on a une trattoria italienne qui ouvre, un resto d'une chaîne de burgers, tous les restos autour de la cuisine asiatique notamment. Les pokés. Exactement. Voilà. Et en fait, on trouve ça fou que cette cuisine ultra populaire dans le monde entier, elle soit comme délaissée chez nous. Donc nous, ça nous a pas plu. donc voilà pourquoi. Donc tu t'es dit, on reprend la main. On reprend exactement. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on a repris la casserole par le manche et on s'est dit, allez, on remet la cuisine française tout en haut du classement des tendances. Donc le concept s'appelle Franchouillard. Que du 100% français.
Et voilà, nous on trouve ça trop cool de pouvoir remettre en fait en avant nos classiques de la cuisine française, mais surtout à des prix abordables. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, je rebondis un petit peu sur ce qui s'est dit avant, souvent la cuisine française, désormais, si on veut se régaler, c'est via les grands chefs, et du coup, ça exclut tout de suite quand même une bonne partie d'entre nous. Donc nous, l'idée, voilà, c'est de remettre les classiques au goût du jour, pimper un peu avec une petite touche de modernité, et de les rendre surtout abordables. L'idée, c'est d'avoir des prix à la carte entre 15 et 20 euros, donc de pouvoir réunir autour de ça. Donc par exemple, il y aura quoi à la carte? Fais-nous rêver. Allez, un bœuf bourguignon, sûr. une blanquette de veau, une bonne bouillabaisse. Enfin, voilà, les classiques comme on imagine, j'ai envie de dire la cuisine de nos grands-mères, vraiment hyper généreuse, avec des bons produits surtout. Et voilà, plein de bonnes choses. Tu mets en avant les produits. Comment tu sources? Comment tu as sourcé? Tu m'as dit que tu avais fait un tour de France. Yes, exactement. Du coup, avec mon père, on a réalisé un tour de France pour aller rencontrer les hommes et les femmes qui se cachaient derrière ces fameux produits. L'organisation, je dirais que c'était un gros travail de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a fixé tout un tas de critères et on a cherché les producteurs qui collaient avec ces critères-là. Donc, par exemple, on va en parler juste après, je crois, pour le vin, on souhaitait des vignerons qui travaillent en bio, agriculture raisonnée. Par exemple, les maraîchers, des maraîchers qui bossent uniquement avec des produits de saison et le plus local possible, donc autour de chez nous, autour du bassin francilien. Les pêcheurs, que de la pêche de petits bateaux, qui prônent une pêche durable. Il y a quand même un très gros enjeu là-dessus. Donc voilà, on a listé tous ces petits critères-là et on est venu agrémenter notre grand tableau Excel de toutes les recommandations qu'on nous faisait quand on parlait du projet. Génial. Va voir tel ou tel producteur à tel endroit. Ce qu'il fait, c'est juste dingue. Donc prends le temps d'aller le rencontrer. Et donc au final, c'est comme ça que Franchouillard a démarré et que notre Tour de France a démarré. Donc ensuite, on a pris notre voiture, on a fait notre petit calendrier. Allez, on part 3-4 jours à tel endroit, dans telle région. Donc tu as été obligé de goûter aussi du coup. Eh ben, ça, c'est j'amenais dur. 3-4 visites, 3-4 dégustations par jour forcément. Dur. C'était la meilleure partie du projet jusqu'à maintenant. Combien de temps ça a duré du coup cette odyssée Et du coup, en France? On l'a étalé sur à peu près 6-7 mois. Ah ouais. 6-7 mois, en gros, on a quasiment tout fait. Il nous reste encore deux petites choses à aller voir, mais globalement, on a sourcé l'intégralité des produits. Et ouais, franchement, c'était trop cool. Et d'ailleurs, si je peux donner un conseil à tous ceux qui ouvrent un resto ou, j'ai envie de dire, même une marque, peu importe ce que c'est, de prendre le temps d'aller rencontrer les hommes et les femmes, comme je disais, qui se cachent derrière les produits, parce qu'en fait, avant de le faire, on n'imagine pas à quel point c'est enrichissant. On a appris trop de choses. Bien sûr. Et surtout, on a de belles histoires à pouvoir raconter à nos clients, quoi. Et puis les mettre en avant. Exactement, parce que pour nous, la restauration, c'est avant tout une expérience client. Comment tu as une expérience client complète si tu racontes pas d'histoire à travers ton assiette? De toute façon, la gastronomie, c'est le ensemble par excellence, le collectif. Le chef, aussi talentueux soit-il, ne peut rien faire s'il n'a pas la carotte de base. Et c'est exactement ça. Et même, je pense qu'on peut même aller plus loin, c'est que maintenant, je trouve que c'est facile de savoir comment ton assiette a été préparée. En général, ça se passe à 10, 15, 20 mètres maximum de la table sur laquelle tu es installé. Tu pousses la porte de la cuisine et tu as une idée globalement de comment le plat a été conçu. Mais maintenant, pour savoir comment les ingrédients qui composent ton assiette ont été produits, là, très souvent, ça pose problème. Oui, et puis c'est vrai que ça prend un temps de dingue aussi. Exactement. Mais de prendre ce temps-là, je dis pas forcément de tout faire, mais voilà, de faire la démarche. En plus, t'es tout le temps hyper bien accueilli. Enfin, c'est parce qu'ils sont passionnés. C'est exactement. En fait, et c'est exactement ce point-là. On se rend compte que c'est des hommes et des femmes qui sont hyper passionnés par ce qu'ils font. Souvent, c'est des métiers ultra compliqués. On parlait avec un pêcheur. Là, c'est la première histoire que j'ai en tête. Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour à lui. Petit pêcheur, petit bateau, je sais pas, il doit faire, je crois, 15 mètres, 15-20 mètres, donc c'est vraiment petit, c'est pas le gros chaluchet de 140 mètres qui détruit l'écosystème marin. Ça c'est dit. Voilà, petite balle perdue, enfin adressée. Et il nous expliquait, il disait, il s'est jamais plaint en fait. Et c'est ça
qu'on a retenu avec mon père, c'est qu'en fait, il s'est jamais plaint. Il s'est dit, moi, j'adore ce que je fais. Il y a des jours où je peux pas sortir en mer. La mer a décidé qu'on pouvait pas sortir. C'est pas grave. Et en soi, peut-être qu'il y aura pas de poisson demain matin. Je pense qu'on va tous s'en remettre. Et du coup, au final, c'est hyper inspirant pour finir. Ouais, c'est hyper inspirant et je conseille juste à tout le monde de le faire parce que, encore une fois, tu auras de belles histoires à raconter à tes clients ou même pour toi personnellement. C'est incroyable. Merci Thomas. Très émouvant tout ça. Alexandra, alors justement, il t'a lancé un petit peu la perche du vin. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cet amour pour l'univers du vin ? Alors, c'est une belle histoire, parce que moi, en fait, avant de me lancer dans l'univers du vin, j'étais dans la communication et dans l'événementiel pendant 10 ans, à toucher tout type de secteur d'activité. Et il y a eu un moment où j'ai fait un point en me disant, j'aimerais bien trouver mon secteur, cet endroit où je me sens bien et où je peux apprendre tous les jours. Et autour de moi, graviter le secteur du vin, de la gastronomie, parce que j'ai un grand-père qui était pâtissier-boulanger et qui m'a fait des bons plats aussi, puisqu'il était très ami avec Paul Bocuse. Et puis mon père, un amateur de vin, où j'ai toujours dégusté des très belles choses. Et c'est devenu un petit peu une envie d'en apprendre plus. Est arrivé le confinement, ce premier confinement enfermé chez nous. Et moi, j'avais quitté mes différents emplois pour prendre le temps de réfléchir, justement. Et je me suis dit, c'est le moment de commencer une première formation. Et quelle n'a pas été ma surprise ? J'ai adoré, parce qu'il y avait en fait un mélange de plein de belles choses, aussi bien du côté nature qu'à la vigne, avec le travail du sol, qui est très important aujourd'hui. Le côté humain, derrière, c'est des hommes qui n'ont pas peur de se lever le matin pour n'importe quelle tâche, qui font plein de choses autour, la commercialisation, la communication. Enfin, j'ai une grande admiration pour ces vignerons aujourd'hui. Et aussi ce goût, ces saveurs. Et en période de confinement et de Covid, ça prenait tout son sens. Pour beaucoup, ça a pris son sens. Je crois que finalement, on s'est tous retrouvés autour de bons repas quand on le pouvait. Et vous vous souvenez des fameux apérovisio ? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et en fait, quand les barrières se sont levées, je me suis dit, OK, c'est pas possible, il faut que je trouve un job dans l'univers du vin. Au début, je me suis dit, je vais faire de la communication dans le vin. Et puis les portes ne sont pas ouvertes. Et j'ai préféré trouver un emploi de caviste, où j'ai travaillé dans un groupe pendant 1 an et j'étais vacataire. Donc, je suis passée de cave en cave et j'ai appris des formations autour du vin. J'ai passé des diplômes. Je me suis éclatée, rencontré des gens exceptionnels. Je me suis recréé un groupe. J'ai créé un club d'œnologie avec des copains où on se retrouve tous les mois autour de bonnes bouteilles de vin. On se fait partager des bonnes choses. Et une fois de plus, c'est ça le vin, c'est le partage. C'est ça la vie. Et c'est ça la vie en fait. Voilà, on peut même élargir. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai aucun regret aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là. Et j'ai la chance en plus de récupérer en fait mes compétences que j'ai acquéries pendant ces dernières années et que je peux mettre en fait en pratique pour cet univers qui est juste merveilleux et magique, où j'invite tout le monde à venir le partager avec moi. Moi, je viens volontiers. Et du coup, quelles sont les offres que tu proposes à tes clients ? Donc, particuliers et entreprises ? C'est ça, particulier entreprise, surtout entreprise, parce que moi, je propose pour des groupes de personnes des offres un peu originales. Mon but, c'est vraiment en fait de travailler avec, d'une part, des vignerons qui ont des exploitations familiales, peu d'hectares, et de les faire découvrir, où, vous l'avez bien compris, le travail du sol et aussi ce qui se passe dans les vinifications. Il y a le moins d'intrants possible pour plusieurs raisons et pour des valeurs aussi personnelles là-dessus. Et je travaille avec des lieux, souvent c'est des cavistes indépendants qui ont leur petite boutique et derrière des arrière-salles où on peut faire des dégustations. Et donc là, en fait, on met en place tout type de dégustation, de découverte. On s'adapte aussi à la demande du client. On peut revisiter les lieux, c'est-à-dire que bientôt, je vais organiser des raclettes dans un des lieux autour de l'hiver. C'est typique, ça. Ça, voilà. C'est franchouillard, ça. Nous vole pas toutes les idées. Non, mais t'inquiète, on va pouvoir après faire des choses ensemble, je suis sûre. Avec grand plaisir. Et donc voilà, et là on prend du bon fromage, la bonne charcuterie, et moi je choisis les vins et j'explique pourquoi aujourd'hui il vaut mieux boire un vin plutôt rouge mais peu tannique avec la raclette et surtout du blanc. Et voilà, et on part en fait autour d'un bon moment et un petit apprentissage, parce que j'aime bien qu'on reparte avec une petite idée en tête. Donc c'est le type d'offre que je propose, et celle que j'aime beaucoup mais qui n'est pas de saison, c'est la balade œnologique sur la Seine. Ouais, ça, j'ai vu ça. Ça a l'air Et ça, génial. C'est Comment magique. ça se passe ? C'est assez dingue parce qu'en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui a un très beau bateau qui s'appelle Pétrus 3.
Donc, Déjà, Le pas nom en tant que l'inventer. tel. le lien se faisait tout de suite. Et c'est quelqu'un qui a 80 ans et qui est passionné par les bateaux. Il a un bateau en bois magnifique que vous trouvez au port de l'Arsenal à la Bastille. Et il vous fait voyager. Juste déjà, c'est un voyage, en fait, avec lui, parce qu'il vous raconte sa passion pour le bateau, l'entretien du bateau. Et après, on part avec... donc, on prend l'écluse. Donc, moi, je suis avec mes clients. J'ouvre une première petite bouteille où je raconte son histoire. Et en fait, tout le long de la balade sur l'eau, minimum 2 heures, je raconte une histoire sur le vin, j'associe des charcuteries avec, et en fait, on passe un moment juste magique parce qu'il y a déjà le bateau, la balade sur la Seine, et en plus, des bons vins et de la bonne charcuterie. Extraordinaire. Et donc, Ouais, tu c'est dis la super. période, c'est quoi? C'est à partir du printemps? Oui, voilà, à partir d'avril. Avril cette année jusqu'à octobre, parce qu'il a Ok. fait plutôt beau jusqu'en octobre. Bien. On peut le faire en hiver, parce qu'on peut être à l'intérieur, mais on perd un peu ce côté Bien magique sûr. d'être... Du paysage. ouais, d'être Ok. sur le Bah, tu pont. nous donnes rendez-vous alors. Ah bah bien sûr, quand vous voulez. Alors, Claire, on revient sur toi. Tu as exposé donc au salon du MIF, le Made in France. 4 jours, hein, tu me disais. 4 jours, oui. Comment tu as vécu cette expérience qui a dû être très fatigante, mais en même temps très génératrice de visibilité? C'est super intense. C'est vraiment un salon qui a su se renouveler. Et pas mal de personnes qui l'avaient connu il y a 10 ans ou 8 ans disaient bah, « je reviens ». Et on sent une vraie énergie autour du Made in France, des entreprises qui sont très différentes, alors dans la gastronomie, mais également dans le textile. Voilà, c'est très varié. Il y a de l'artisanat, il y a de la petite industrie, il y a de la plus grosse industrie qui est également présente. Et c'est là de fêter la diversité du Made in France. On a des chaussettes, il y a des slips, il y a des saucissons, il y a des vins. Enfin, voilà, on passe de l'un à l'autre, c'est vraiment exceptionnel. Et les clients qui viennent, les promeneurs, les visiteurs, sont finalement hyper ouverts. Et donc, je sais pas, je pense qu'on a vu sur notre petit stand, on a vu plus de 3000 personnes en 4 jours à qui on a pu faire déguster, faire découvrir les produits. Et c'est chouette de pouvoir comme ça expliquer à autant de personnes le produit, le faire découvrir. Alors c'est agréable parce que c'était la 2e édition qu'on faisait et des gens revenaient et disaient « Vous étiez là l'an dernier, je vous ai acheté des produits, je reviens faire mes courses ». Et ça, voilà, le côté fidélisation, je t'avouerais que je m'y attendais pas. On n'avait pas le même emplacement, on n'était pas au même endroit. L'espace est hyper grand. Et de se dire qu'on a vu plusieurs dizaines de personnes qui nous avaient vus l'an dernier, qui nous avaient listé, qui revenaient nous voir. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et là, du coup, tu rencontres voilà, les gens à qui tu as envie de faire plaisir et qui vont être les ambassadeurs, finalement, de la marque. Oui, et puis tu peux surprendre. Moi, j'aime bien quand les gens me disent non, je mange pas de ça. Leur dire, vous êtes là pour déguster, allez-y, faites-vous une opinion. La plupart des personnes qui sont ce que j'appellerais bec sucré vont dire, finalement, ça va. Il y en a quelques-uns qui disent ouais non, franchement je suis accro au sucre et je sais qu'il faudrait que j'y aille, ça m'aiderait, mais quand je prends une gourmandise, je veux vraiment aller me prendre un shoot de sucre. Donc bon, petit à petit T'as entendu ça? ouais. Il y a encore un peu d'éducation à faire. Voilà, mais boulot, en tout cas, j'aime bien dire, on a semé une bille. Voilà, elle va peut-être pousser. Ça permet de réfléchir. On sait aujourd'hui que le sucre, c'est quand même l'excès de sucre est une vraie problématique. Le sucre, c'est la vie. L'excès de sucre, en revanche, c'est la maladie. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et à l'occasion du Salon Made in France, on trouve autant les voisins qui sont chocolatiers, qui exposent, qui viennent déguster, qui font déguster les produits. Et voilà, il faut de tout pour honorer la diversité de la France. Et c'est un plaisir d'être une de ces entreprises-là, françaises, qui offre une proposition singulière. Top. Donc, très chouette. Merci beaucoup, Claire. Thomas, alors, tu m'as parlé de ta levée de fonds. Yes, Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? gros sujet. Gros sujet. Alors, on est là. Polémique, pas polémique? Non, ça va pour l'instant. Bon, Non. tu en es où? En gros, on l'a lancé le mois dernier. Mhm. On est hyper content parce qu'on a déjà sécurisé une partie. Donc, franchement, ça démarre. Alors, une partie, on est sur plutôt quelle bien. proportion? 10%. Ok. Ouais, Donc ça va. Ouais. En vrai, on est plutôt content. Là,
pour vous donner tous les détails, on a la recherche de 500 000 € pour nous aider Allez, je te fais un chèque tout de suite. C'est bon, merci facile. beaucoup. Ça y est, on ouvre dans 6 mois, le temps des travaux. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir, Thomas. Je regarde pas d'être venu. Donc 500 000. Non, on recherche 500 000 € Ouais. auprès d'investisseurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite bien pub. sûr, bien sûr, t'es là pour ça. Pour des beaux projets comme ça, vas-y. Merci beaucoup. Tous ceux qui souhaitent embarquer dans l'aventure, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, sur LinkedIn. Facile, Thomas de Bladis, partout sur les réseaux. Et avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Je vous enverrai le petit business plan, le dossier de présentation. On a fixé un ticket d'entrée à 5 000 € pour rester le plus accessible possible. Et pouvoir, c'est un peu l'esprit du projet, pouvoir réunir autour de cette grande idée commune. Et voilà, donc c'est énormément de réseautage, de prospection, c'est un vrai travail commercial au final. Évidemment. Tu dois séduire, convaitre dire aux gens, venez me rejoindre parce que cette aventure va être merveilleuse. C'est exactement ça, mais je l'aurais pas mieux dit. C'est vendre ton idée, ton aventure, montrer à quel point on peut être un point de bascule et d'embarquer avec nous dans l'aventure, parce que je pense qu'on peut faire, j'en suis convaincu, on peut faire une très belle aventure. Et ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a été sélectionné pour intégrer le concours Graines de Boss. Top. Donc il y a un concours entrepreneurial. Génial. Qui est organisé. C'est quand ? Comment ça se passe du coup ? Alors en fait, c'est tout au long de l'année. Les résultats, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au mois de juin. Et en fait, c'est organisé par le groupe M6. Donc ce qui est cool, c'est que si on arrive à aller jusqu'au bout, il y a une grosse visibilité au final. Donc ça, on est trop contents. Donc c'est toi qui as été les chercher ou ils sont venus vous trouver ? C'est via LinkedIn. Et c'est là où je sous-estimais la force de LinkedIn. D'ailleurs, Virginie, on s'est rencontrés comme ça. Bien sûr. Et en fait, on m'a contacté. C'était un investisseur qui m'a contacté, qui a adoré l'aventure, je pense. Il faudrait lui confirmer, mais je pense. Qui a bien aimé. Et qui m'a mis en relation avec l'organisatrice, la présidente de Graines de Boss, du réseau. Et du coup, c'est un petit peu comme ça. Donc, je lui ai envoyé le dossier, j'ai pitché, et elle a soumis le dossier au jury, et qui a été accepté. Donc là, du coup, tu as été sélectionné. Et après, quelles sont les différentes étapes ? Et en gros, il y a à peu près une soirée par trimestre où on peut rencontrer les membres du réseau, les mentors, les membres du jury, où on pitch également à ces personnes-là, qui en gros évaluent un petit peu le projet. Oui, la faisabilité du coup du projet. Exactement, et même la démarche entrepreneuriale, les valeurs. Vraiment, exactement, le fond du projet, vraiment sous toutes ses formes. Et ensuite, il l'évalue, et les personnes, les projets qui ont les meilleures notes entre guillemets, potentielles ou intérêt, sont mis en avant et sont lauréats de la sélection et de la promotion. C'est génial, bravo. Merci beaucoup. On croise les doigts, tu nous tiens au courant. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une petite question. Du coup, ton projet il est basé sur un lieu ou sur une franchise ? T'imagines comment ? Alors, ça, c'est de l'ambition, ça. Carrément la franchise, tout de suite. Non, alors, pas forcément la franchise, parce que c'est pas dénigrant ce que je vais dire, mais on n'a pas envie que Franchouillère, ça devienne le nouveau Au Bureau. Oui, d'accord. Parce que je trouve que notre modèle et notre mode d'approvisionnement ne s'y prête pas. Ouais. J'essaie de remettre gentiment. Et donc on est plus sur une logique de groupe, et en fait Franchouillère, on est vraiment en train de faire une création de marque, si tu veux. Donc là, faut bien commencer par quelque chose. On s'attaque à la brasserie parisienne, parce que pour nous c'est vraiment le resto populaire par excellence ici à Paris. Et c'est vraiment l'image de Paris. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je le mets au même plan que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. C'est vraiment la carte postale. Et en plus, mes grands-parents avaient une brasserie.
Donc, ça fait le petit clin d'œil familial aussi. Donc, c'est pour ça qu'on commence par la brasserie parisienne. Mais oui, l'idée, c'est il y a un vrai plan de développement. L'idée, c'est de commencer par celui-là. De cartonner et ensuite de le faire cartonner, c'est exactement ça. Et ensuite, d'en ouvrir un petit peu partout. Ok, c'est tout le mal qu'on te souhaite, en fait. Merci beaucoup. Alexandra, alors moi, j'ai vu sur ton site que tu proposais, en plus de tout le reste, d'organiser un atelier pour créer son propre vin. Ouais, tout à fait. C'est génial. Mais comment ça se passe ? C'est assez sympa en fait. Donc une fois de plus, moi je travaille beaucoup avec des partenariats, donc des vignerons ou des lieux ou autres. Et en fait, à Paris et en proche banlieue, il y a des vignerons parisiens qui se sont réinstallés de plus en plus. En fait, avant, il y avait un très grand vignoble en Île-de-France, 40 000 hectares jusqu'au XVIIIe siècle. C'était énorme. Et tout s'est arrêté à cause de maladies, de guerres ou autres. Et en fait, ils essaient de le remettre en place et donc de créer des vins urbains et des vins parisiens. Et en fait, là, c'est un partenariat que j'ai rencontré. Ils sont top. C'est un père et un fils. Le père a tout arrêté pour suivre son fils. Et ils sont en train de racheter des vignes à côté de Paris, en Île-de-France. Et donc, en fait, ils replantent, ils retravaillent le vin. Ils apportent leurs raisins dans leur chai qui est à Courbevoie. Et ils viennent nous expliquer comment on fait du vin. Et ils proposent des ateliers. Donc, je propose avec eux des ateliers pour confectionner son propre vin, où en fait on voit la différence avec le raisin. On a des mous en fait qui sont déjà donc les jus de raisin fermentés, et on assemble ensemble avec eux et on fait son propre vin. On repart avec sa bouteille, créée soi-même, et c'est une super expérience. Combien de temps ça dure ? Ça dure 2 heures en règle générale. Et c'est super chouette parce qu'en plus, on est avec des vignerons passionnés et il y a toute cette histoire autour du vin de l'Île-de-France qui se développe beaucoup aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour en parler d'un autre qui est à Chelles, qui est incroyable. Dans le 77. Dans le 77. Il est au bout de la rue de mes parents. C'est vrai ? Je promets. Celui de Chelles ? Oui. Ah bah c'est Pierrick et Maura. Exactement. Incroyable. J'adore. Voilà. Ils sont géniaux et je suis allée faire les vendanges chez eux. Et je conseille à tout le monde de passer les voir. Pour la petite anecdote, Pierrick, il a tout arrêté. Il était dans la menuiserie ébénisterie. Il a repris des cours de viticulture et il a créé son propre vignoble. Il a replanté ses pieds et aujourd'hui, il a des raisins mais fabuleux et il fait des très 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 bons vins. Alors, je ne pars pas de ce studio sans avoir son numéro de téléphone. Ah bah, Pierrick, bien sûr. parce que je vais y aller, moi, à Chelles. Et je viendrai prendre l'apéro chez toi. Est-ce que j'allais dire, on t'invite à manger? Ouais, je te dirais quand je repasse. Parce que Avec grand plaisir. J'y vais assez souvent, franchement. Je trouve ça tellement chouette. Ah bah allez, moi je suis carrément chaud pour qu'on organise une petite visite ensemble. Alors. Ben voilà. On va faire ça. C'est pour ça mon podcast. Là, vous cristallisez exactement les rencontres que je veux impulser, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Mathilde, comment tu crées, toi, la collaboration avec les chefs que tu veux faire venir, que tu veux mettre en avant, que tu veux valoriser dans justement soit le festival ou les autres animations que tu engendres? Oui, bah, c'est un travail à la fois de longue haleine et un travail de passion. Donc de patience aussi, Et de j'imagine. patience, exactement. Bah, c'est un peu par la force des choses et tout l'entrain qu'on y met derrière. Taste of Paris, c'était la 8e édition cette année. Ça fait 9 ans que ça existe. Donc, effectivement, moi, quand on a commencé le festival, je connaissais pas grand monde dans l'univers de la gastronomie et que j'ai tout construit de mes propres mains. Donc, bravo. Merci. Mais c'est surtout, je pense que on est, enfin, comme tout le monde autour de cette table, on est animé par la même passion et on a envie de faire grandir les choses pour lesquelles on travaille et dans lesquelles on est investi. C'est d'aller dénicher effectivement à la fois les nouvelles tendances, c'est de se déplacer énormément dans les restos et je parle pas que de Paris, parce que je me déplace beaucoup en province. Ça m'arrive Parce qu'il y a des pépites en province. Oui, exactement. Puis ça m'arrive très régulièrement de monter dans des trains pour aller voir ce qui se passe ailleurs, voir dans des avions avec une dimension un peu plus internationale. Enfin, voilà, c'est vraiment une passion, moi, qui m'anime au quotidien. Et comme il y a toujours des restaurants qui ouvrent ou qui sont mis sur le devant de la scène à un moment ou à un autre, c'est en fait de comprendre. Moi, j'ai une grosse curiosité sur
qu'est-ce qui se passe sur la scène culinaire parisienne, française, internationale, pourquoi ça fonctionne, pourquoi il y a un tel engouement autour de tel chef. Et moi, j'ai besoin d'aller sur place et de me rendre compte et d'y passer du temps et de discuter avec le chef et de déjeuner ou de dîner là-bas. Et de t'approprier son univers. Exactement, complètement. Et voilà, et moi, ça fait effectivement 8-9 ans que je fais ça. Ce qui effectivement me permet d'avoir une vision assez à 360 sur le sujet, mais je suis toujours animée par il faut que j'aille voir, j'y vais, et pour pouvoir me faire ma propre idée ensuite. Là encore, c'est la bonne démarche. Qu'est-ce que tu faisais avant, Mathilde ? Je travaillais dans les relations presse et la communication. Spécialisée gastro aussi ? Absolument pas. Pas du tout. Non. J'étais dans le monde j'étais dans le monde des relations presse, mais plus high-tech, grand public, pour des marques comme HP, GoPro, etc. Ah oui. Donc rien à voir. Et en fait, j'ai vécu 2 ans à Londres, et c'est là-bas où j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, mais on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pareil, moi j'ai grandi, j'ai eu la chance de jamais aller à la cantine de ma vie. Et, oui, ça c'est une chance. J'ai grandi dans un univers familial où notre chère maman nous cuisinait pour nous midi et soir. Donc on a grandi là-dedans avec une grand-mère bourguignonne aussi, etc. J'ai envie de dire presque le cliché un peu classique, mais voilà, donc il y a toujours eu cette appétence autour de ça. Et quand j'ai débarqué à Londres, qui était en pleine crise des subprimes, il fallait aussi trouver du boulot. Donc j'ai trouvé le premier job que je pouvais, dans lequel je me suis ennuyée fortement. Et puis à un moment, j'ai décidé qu'il fallait prendre une décision un peu drastique. Et voilà, j'ai pris contact avec des agences de recrutement qui m'ont conseillé de lancer mon blog à l'époque. On était en 2008. Le blog. Ouais. Ah ouais. Le mot. Mais on était en 2008 et ça démarrait à peine à ce moment-là. Et même il y avait Thomas, il rigole. Toi, t'es le plus jeune. Je crois que t'es le plus jeune autour de cette table. 2008, je crois, j'étais au collège. Ouais, d'accord. Ah oui, moi j'étais déjà dans la vie active depuis un bout de temps. Et puis c'était les débuts de Twitter, etc. Enfin bon, bref, toute cette période-là. Et voilà, puis en fait, je me suis lancée comme ça, et puis en ayant, pareil encore, en essayant de comprendre les ramifications de qui fait quoi, et comme ça, j'ai commencé à me construire un gros réseau à Londres, et après, quand je suis rentrée à Paris, je suis pareil, je connaissais absolument personne, parce qu'avant, j'habitais pas du tout à Paris, donc j'ai dû tout reconstruire c'était un beau challenge. Mains. Ouais, exactement. Et voilà, puis par la force des choses, et puis cette envie d'avancer, cette curiosité, et puis cette envie de comprendre, finalement les choses finissent par se faire. Un peu de travail aussi quand même. Un peu de travail, ouais. Je confirme. De l'investissement en temps et en énergie. En énergie. Merci Mathilde. Claire, pour le chocolat, comment ça se passe ? J'ai vu que vous faisiez partie du programme Cacao Horizon. Alors, Cocoa Horizon. Cocoa. Ouais. Je lis mal, je fais ça le soir tard. Excuse-moi. Cocoa, donc rien. Enfin, du coup, c'est lié. Si, mais c'est du coup, c'est en la version anglaise. D'accord. Cocoa Horizon, on ne doit pas le traduire puisque c'est vraiment un label et une certification. Et en fait, l'idée, le chocolat aujourd'hui, la production de fèves de cacao est l'une des premières raisons de la déforestation. Donc c'est, je crois, dans le top 3 ou top 5 des raisons de la déforestation. Donc, se dire finalement qu'on va dans une industrie qui contribue à déforester, mais c'est pas trop ce qui me motivait. Donc je suis pas toute jeune non plus, mais en 2001, j'avais fait une année de césure à la plateforme pour le commerce équitable, et de se dire voilà que finalement tes achats impactent fortement finalement la vie. Tes achats, c'est comme un acte politique. Donc faire partie à minima d'une organisation qui s'engage à produire différemment. Donc sur plusieurs critères, d'abord la production, donc produire avec le moins d'entrants possible, améliorer la productivité par les pratiques plutôt liées de l'agroforesterie, et donc enseigner ça aux petits producteurs, parce que c'est souvent des petits producteurs qui sont pas forcément organisés et du coup qui tirent pas forcément le meilleur de leur terre et de leur production parce qu'ils savent pas faire, ils sont pas allés à l'école, ils font comme ils faisaient depuis toujours, mais
en fonction de comment tu coupes tes feuilles, à quel moment tu fais des traitements au niveau aussi de ta plantation, tu n'as pas les mêmes résultats, ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Donc, une des grosses parties du programme, c'est la formation. Et puis, une autre partie, c'est du coup, par la formation, tu as une meilleure productivité. Tu as une meilleure productivité, tu ramasses plus d'argent. Tu ramasses plus d'argent, et tes enfants peuvent aller à l'école. Et c'est pas dans le sens inverse où tu dis les enfants doivent aller à l'école et puis du coup ils sont pas en train de produire. Donc on est plutôt dans cette dynamique positive où on s'en sort par le haut et pas par la contrainte. Et donc forcément c'est un programme où on rémunère aussi un peu mieux que le marché classique. Du coup les producteurs. Très bien. Voilà. Super. Donc, très éthique et là encore des valeurs Alors, comme pour tout, partager, à explorer. On peut toujours faire mieux et on peut toujours tout critiquer. Tu vois, si tu rentres dans le détail, est-ce que les contrôles sont suffisants? Mais la dynamique est là, la volonté est là. Et donc, par rapport à un cacao qui ne serait pas Cocoa Horizon, on a déjà cette démarche. Et c'était le minimum pour moi. Okay. Et la production, elle est basée où? Alors, nous, on a un chocolat du coup qui est issu d'assemblage, mais la majeure partie, c'est Côte d'Ivoire. Mais la production des billes en tant que telle? Alors, les billes, c'est aussi une histoire et des rencontres. Donc, tout en France. Le Croquant, c'est un meunier complètement dingue qui voulait installer, du coup, redorer la protéine de légumineuse. Donc, c'est vraiment sa spécificité. Et on a du coup mis en place une petite machine, après, rien que pour nous, pour faire l'extrusion, sur une machine qui soit courte pour pouvoir protéger au maximum la fibre par rapport à des très grandes machines d'extrusion. Donc, oui, alors, c'est un produit. L'extrusion, c'est le moment où on passe de la farine à du coup une bille popée croustillante. D'accord. Je ne connaissais pas ce mot. Vous connaissiez? Non, merci pour ce vocabulaire. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses rondes que vous mangez, les chips que vous mangez qui sont un peu popées, c'est un système d'extrusion. Et donc, quand on a des machines très très longues, forcément, on abîme un peu plus la fibre. Donc là, sur vraiment une petite machine. Et puis après, d'autres rencontres, l'enrobage chocolat est aujourd'hui fait chez 2 partenaires. On en a un historique qui est à Agen, qui a bien voulu nous faire confiance parce que quand tu es tout petit et que tu commences, que tu cherches des partenaires, il faut des fous pour un peu t'accompagner. Et puis, une deuxième entreprise maintenant à Marseille, qui est entreprise du patrimoine vivant, et qui a été repris par 3 femmes qui donnent une nouvelle vie aussi à cette belle entreprise historique. Donc, on est très content comme ça d'avoir des rencontres et apprendre à la tablette de chocolat, que j'ai pas portée là d'ailleurs, qui est faite en Normandie. Et donc, au fur et à mesure, on cherche à la fois des rencontres, des savoir-faire, des compétences. Donc, quand j'entendais les uns les autres parler de leurs aventures, moi, je voyais aussi mon Patrick, mon Anne, mon Olivier, chacun dans leur histoire. Et du coup, la tablette de chocolat, alors, c'est quoi comme goût? Alors, c'est un goût de chocolat. Donc là, on a sorti que la tablette de chocolat noir pour l'instant. On est sur un 71% de cacao, 1% de sucre ajouté. Et à la place du sucre, la fibre de racine de chicorée. Donc, il y a un vrai goût de cacao qui n'est pas caché sur le sucre, par le sucre, parce que même un 70% de cacao, souvent, il y a 30% de sucre, pardon. Sur un 80-20%, c'est à peu près la règle. Mais là, le fait d'avoir que 1% de sucre, les gens nous disent, j'ai l'impression que c'est plus un 80 ou un 90, mais en même temps, pas tant que ça sur l'amertume, parce que la fibre de racine de chicorée apporte quand même du sucrant. Donc la prochaine fois, promis, t'en apportes. C'est déjà pas mal, là, on a pas mal dégusté. Bien, alors la première partie est terminée, la deuxième commence. J'ai des questions pour vous. Alors, quel est le plat? Alors du coup, pour Franchouillard, c'est un peu plus facile, mais pour chacun, répondez à la question, quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? C'est-à-dire, vous allez dans une brasserie, vous voulez tester ce plat, goûter ce plat, pour voir comment il est fait, comment il est pimpé, comment il est respecté dans la culture de la tradition. Quel est le plat phare qui représente la brasserie pour vous? Est-ce qu'on commence avec Monsieur Thomas? Moi, là, comme ça, j'en ai 2. Ouais. Tu as le droit d'en répondre 2. Croque-monsieur, ouais. Saucisse purée ou saucisse aligot, les origines auvergnates qui ressortent. Ok. Alexandra? Moi, je dirais l'œuf maillot déjà. Qui est incroyable et revisité. Une association en plus de l'œuf maillot que j'adore. Je trouve ça génial, je les suis, je me dis, j'ai trop envie d'y aller. Et après... J'ai reçu Guilherme qui est le
Le vice-président ou le trésorier, voilà. Et il en a beaucoup parlé de l'œuf maillot. Ouais, mais ça donne Mais vraiment du coup, envie. lui, il est sommelier. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Mais ils sont super. Moi, je les suis et j'adore. Et j'ai rencontré aussi je fais un événement avec elle, une des femmes qui contribue à l'association, qui, je crois, l'a créée aussi. Et en fait, c'est juste un univers en plus qui est magique parce qu'il est revisité. Et puis, il y a le vrai œuf maillot. Ouais. Je dirais ça. Et puis, oui, moi, j'aime bien l'entrecôte frite aussi, un petit basique avec un beurre maître d'hôtel, un truc comme ça, facile. Mathilde? Alors, je rejoins Alexandra sur la partie œuf maillot et sinon le tartare. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce qu'il y a tellement 15 milliards de manières de le faire au couteau. Évidemment. Ouais. Mais voilà, chacun y va de son interprétation. On peut avoir des super belles surprises, comme des déceptions aussi. Et c'est vraiment un travail, je trouve, de réflexion, de minutie, puis d'avoir ce bon équilibre entre la texture, la mâche, les saveurs. Enfin, c'est vraiment pas un produit que je trouve un plat en tout cas qui est simple. Ça a l'air simple au premier abord, mais il n'est pas si simple que ça. C'est clair. Et toi, Claire? Moi, alors, tout à l'heure, quand tu as parlé de blanquette, Thomas, j'ai les yeux qui ont... Voilà, moi, en fait, quand j'arrive dans un resto et qu'il y a de la blanquette, il n'y a pas de discussion, c'est blanquette. Voilà. Okay. Et sinon, ce que j'aime bien tester, ça reste les frites. Voir la qualité des frites. Et pour moi, on sent qu'un resto est fait maison quand les frites sont bien faites maison. Je suis d'accord avec toi. Voilà, avec double cuisson pour aller jusqu'au bout du truc, parce que sinon, c'est pas drôle. Ok, merci beaucoup. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre. Ah, mais toujours. Jamais sans mon beurre. Beurre demi-sel minimum. Évidemment. Non, jamais sans mon beurre. Jamais sans mon beurre. J'adore. Thomas? Je suis pas un bon élève. Moi, le frigo, il est souvent vide. Et on descend, bon élève par rapport à quoi? Ah, il est pas rempli. Hein. Mais non pas que tu on n'a pas les moyens ou... Je veux rassurer tout le monde. Non, c'est que j'ai la chance d'avoir petit supermarché, épicerie en bas. Donc souvent, je descends, je regarde ce qui me fait envie, on remonte, on cuisine. Ok. Donc jamais quelque chose dans ton frigo qui fait que tu t'es rassuré? Ah si, c'est pas dans le frigo. Mais alors, je suis obligé d'en parler. Oui, dis-moi. Les pâtes. Les pâtes? Je suis désolé. Mais alors, quelles pâtes? Franchement, tant que c'est des pâtes, c'est bon. J'ai une alimentation. Ouais, c'est fou parce qu'en fait, on devrait ouvrir une trattoria italienne. Ah oui. C'est ce que tout le monde me dit. Je mange à peu près 90% de pâtes. Ah oui. Enfin, dans mes repas, il y a 90%. Et tu fais des sauces maison? Non, même pas. Enfin, franchement, ça dépend. C'est ou des pâtes au beurre. Ça peut être pâte au beurre, voilà. Ça peut être pâtes sauce tomate, bolognaise, carbonara. Enfin, ça peut être vraiment... Et juste des pâtes, quoi. Ok. Du moment qu'il y a des pâtes, je suis rassuré. Donc, c'est ton produit phare. Ouais. Alexandra? Si on peut sortir du frigo. Parce Mais que oui, allez, on sort du frigo. On sort du frigo, parce que c'était le beurre aussi. Moi, c'est le pain. J'ai toujours du pain chez moi. Le matin, je vais chercher ma baguette. Enfin, il y a toujours du pain parce que sinon, en fait, je suis perdue. Et en fait, jamais sans mon pain. Jamais sans mon pain. Toujours ma baguette. Et toi, Mathilde? Alors moi, il y a toujours du houmous dans mon frigo. Je voue une dévotion pour ce produit que soit que j'achète, soit que je fais moi-même. Mais je sais pas, je trouve qu'en cas dans le cas où on n'a pas forcément envie de manger beaucoup le soir, voilà, ça dépanne beaucoup. Ok, merci. Quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer? Ah, Claire, elle a envie de parler. J'en ai plusieurs en tête. La problématique, c'est de ne pas s'en passer, parce que ça m'arrive de me passer d'à peu près tout, mais celle que j'aime bien, et quand je la redécouvre, justement, je me dis, mais pourquoi j'en ai pas plus souvent, c'est le basilic. Je suis entièrement d'accord. J'allais répondre ça, et c'est assez frustrant aussi, parce que moi, j'aime le basilic frais. Ouais. Et donc, j'ai toujours mon pot de basilic, et quand arrive l'hiver, fini, fin. Et c'est un peu une tristesse. Comme ça, t'es encore plus contente de le retrouver l'été. Ouais, non, mais je l'adore. Ah ouais. Mais tu réussis à les faire tenir? Parce que moi, je rachète du basilic régulièrement parce que je les fais mourir, quoi. Oui, franchement, j'ai réussi en prenant En fait, je coupe par la tête. Quand je prends des feuilles, c'est vraiment par la tête. Et en fait, ça repousse au fur et à mesure. Et vraiment, j'en utilise beaucoup en plus. Par la tête, faut couper par la tête. Ça marche. Merci. Voilà, très bien. Thomas? Du thym. Ah. Bah oui. Ça donne un vrai bon goût, que ça soit dans les sauces, même un peu fumé. Ça donne à la viande. Je trouve ça top. Ok. Alors moi, c'est la coriandre. Donc on est dans le voyage. Hein, exactement. C'est vrai que des fois, c'est un peu clivant et tout le monde n'aime pas la coriandre, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça.
Ok, très bien. Alors, je voudrais vous lire un passage, parce que moi je suis une ancienne prof de lettres, donc un passage qui me tient à cœur, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir, 1922, Marcel Proust. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Parce qu'on parle beaucoup de gastronomie, de cuisine, de gourmandise, on se rappelle toujours des moments d'enfance ou pas, mais des émotions qui ressurgissent au moment où on croque dans quelque chose, où on goûte quelque chose. Moi, c'est le lapin aux olives de ma mère. Voilà, ça a été un plat qui a bercé mon enfance, où elle le fait. En plus, elle fait, pour rejoindre ce que tu disais, à la fin, elle met les pâtes dans le jus de cuisson et c'est juste fabuleux. Et ça toute mon enfance a été bercée par ça. Elle le faisait pas non plus toutes les semaines, mais ça c'est resté gravé et je pense que voilà, j'en refais régulièrement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as franchi ce cap de le faire ? J'en refais à mes filles de temps en temps et ça remporte toujours un grand succès. Mais voilà, ça donne envie en tout cas. Ça restera gravé. Bon, super. Alors moi j'en ai deux. Mais deux, allons-y. Mais j'en ai un simple qui est l'œuf à la coque. Parce que tous les dimanches soirs, ma mère nous faisait des œufs à la coque avec des coquillettes. Et en fait, quand il commence à pas faire très beau, j'ai un peu le moral dans les chaussettes, hop, œuf à la coque. Et ça me remonte le moral en 2 minutes. œuf à la coque et coquillettes, c'est vrai que ça doit bien matcher. C'était top. Enfin, c'est un moment magique. Et elle fait aussi une très très bonne blanquette. Et ça, quand elle me l'a fait, je suis ravie. C'est un petit bonheur. Très bien. Thomas, toi qui es le plus jeune de la bande. Moi, allez, je dirais, au niveau gastronomie, mais c'est souvent... Moi, je trouve que ces souvenirs-là, c'est souvent liés à l'enfance et pas forcément en termes de goût, parce que parfois, tu regoutes et tu dis « Oh, bah, c'était pas si ouf que ça ». Mais c'est le contexte, exactement. Bien sûr. Mais qui est toujours aussi bon, le sauté de veau de ma grand-mère. Vraiment, avec... de la générosité dans tous les aspects, dans tous les excès surtout. Et après, un souvenir, surtout, c'est dans la brasserie de mes grands-parents. J'ai pas de flash, je me revois pas exactement, mais je sais pas comment dire. C'est comme un petit feeling où tu ressens un peu les émotions, etc. Où je me rappelle, je m'installais au fond du resto. Il me faisait mon petit steak haché à manger, steak haché frites. Je restais sur la banquette, mes premiers pas derrière le bar, etc. Donc cet établissement-là... Comment s'appelait-il ? C'était le café Les Arènes à Paris, dans le 5e, rue de Linné. D'accord. Et donc il n'existe plus ? Si, ça existe encore. Mais c'est plus... Mais c'est plus la famille. D'accord. Mais il existe encore. Ok. Et même moi, ce sera aussi des moments, tu sais, où... Le fait de déguster ou de penser à un plat finalement te remet dans les repas le dimanche quand on allait chez ma grand-mère et où le renaissaient ces 5 enfants qui avaient des petits-enfants, des 14 cousins, et quand on se retrouve tous, voilà. Et c'était une macédoine de légumes juste succulente et le poulet qu'elle cuisait avec du sucre. Ouais, finalement, on met du sucre partout et c'est marrant, tu vois, de retrouver aussi ce sucre dans le poulet. Mais donc, c'est sauce... quoi elle le mettait au four avec des carrés de sucre ? Carrés de sucre à l'intérieur du poulet. Ah ouais. Et ça donnait une sauce totalement indigeste, mais tellement bonne. Voilà. Incroyable. Ouais. Alors là, poulet sucre, je crois qu'on n'a jamais entendu non plus. Bon. Non. Alors ensuite, j'aimerais que vous complétiez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Partage. Ouais, c'est ça. Partage, convivialité, moment ensemble. Un moment de détente. Moi, c'est un peu une contrainte. Mais ce n'est pas grave. Tu as le droit aussi de ne pas aimer cuisiner. Et ça dépend. Il y a vraiment quelques moments où ça va être du feeling. Les quelques fois où j'ai plaisir, c'est parce que... voilà, tiens, il y a du houmous, il y a des carottes, il y a du truc, je vais faire quoi ? Et du coup, c'est le moment d'imagination. De créativité. Mais le résultat n'est pas toujours là. D'accord. Okay. Bon. Et la dernière question, qui est la plus importante pour moi, attention, quelle est votre définition de la passion ? Je crois que c'est ce qui nous lie toujours ici. Moi, je pense que c'est l'amour, en fait. Cette passion, c'est en fait, c'est en nous, depuis toute petite, en fait.
Et je pense que je pourrais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai toujours fait chacun d'ailleurs de mes différents métiers. J'appelle ça des vies. Parce qu'en fait, je l'ai fait à 200%. Et c'est ça pour moi la passion. Moi, je rejoins un peu, ce que tu viens de dire, effectivement, parce que je pense que comme toute personne autour de cette table, j'ai la chance de faire un métier que j'adore, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Et en fait, quand je me lève le matin, je sais que je vais passer une bonne journée. Et en fait, moi, c'est ça c'est vraiment... La passion, c'est cette espèce d'être animé de manière inconditionnelle en fait par ce qu'on vit au quotidien et de se dire qu'il n'y a pas d'autres voies possibles parce que c'est celle-ci et c'est une telle évidence qu'il n'y a pas de questions à se poser autour de ça. Parce que c'est ce qui a le plus de sens. Exactement. Ouais, c'est quand t'es down, la passion, c'est ce qui te met up finalement parce que c'est une force, ça t'anime, ça te nourrit, ça te fait du bien et ça te motive. Donc, même quand tu as un enchaînement de très mauvaises nouvelles, quand tu es passionné, finalement, tu n'es pas sous terre. Tu as quand même cette énergie d'y retourner. C'est assez dingue parce que je dis souvent que c'est comme si on était un peu protégé par cette passion, cette vibration qui nous entoure, qui nous encadre et qui finalement nous met une sorte de carapace contre tout ce qui peut... Un exosquelette, tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est assez ça. Thomas, attention à la pression là, parce que tout était magnifique. Je dirais... non, c'est s'enlever... La passion pour moi, c'est s'enlever les contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas travailler, au final, tu n'as pas l'impression d'aller travailler. À chaque fois que dans un resto, que je travaille dans le resto, je me disais je veux pas travailler, en fait je vais partager des moments, je vais parler avec des gens, je vais rencontrer des gens de tout l'univers. Et ça, pour avoir vécu le sport à bon niveau. Qu'est-ce que tu faisais, dis-nous? Football. D'accord. J'ai la chance de faire du foot à bon niveau. Et on retrouve vachement ce parallèle-là. Parce qu'au final, c'est des métiers passion. Restauration, le sport, quel qu'il soit, c'est uniquement de la passion. En fait, je dirais ça, c'est s'enlever les contraintes, toutes les petites choses un peu reloues. Au final, t'as pas l'impression que ça soit si dur que ça parce que t'aimes ce que tu fais. Et du coup, c'est plus facile à faire et justement, tu subis pas. Est-ce que ou du moins pas beaucoup de personnes peuvent comprendre d'ailleurs? Ah, mais de toute façon, la passion, c'est un langage. Aussi. C'est-à-dire un état d'esprit. Et surtout, c'est vrai que les gens pas passionnés ont tendance à juger les gens passionnés en disant qu'on est excessif. Ouais, c'est vrai. Ça. Vous le sentez, ça aussi? Un peu fou. Un peu barré, un peu perché. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien vous réunir parce que ça me permet de me sentir moins normal. Exactement. Alors, je me permets de conclure. 27e épisode, toujours la même générosité, toujours le même amour pour l'artisanat, le terroir et le fait maison. Surprendre et réconforter, découvrir et déguster, éduquer et valoriser. Qu'est-ce que c'est bon d'honorer ensemble la diversité de la France et de la gastronomie. Merci à mes 4 invités du jour. Merci Claire. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Et le seul homme de la table, merci Thomas. Merci à toi Virginie. Retrouvons-nous très prochainement pour d'autres belles interactions radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!